on va se transporter vraiment dans un autre registre avec André Pichot, à qui je passe la parole immédiatement, donc pour nous parler de la enquête de la solidarité dans la biologie. Oui, je voudrais remercier M. Suppiot et les organisateurs de m'avoir invité, même si ce n'est pas vraiment un cadeau qu'ils m'ont fait, ni un cadeau qu'ils vous font d'ailleurs, parce qu'après la précision des doctrines, je dirais, juridico-financières ou des doctrines théologiques, on va passer dans les doctrines informes de l'idéologie de bas étage. L'avantage des doctrines informes, c'est qu'elles ont deux avantages. Premièrement, elles n'ont pas d'histoire, donc c'est très pratique. Et deuxièmement, elles sont très efficaces. L'inconvénient qu'elles ont, c'est qu'elles rendent des exposés très difficiles à faire. Ça fait que mon exposé sera aussi informe que les doctrines qu'il prétend exposer. Le problème qui se pose en biologie, c'est que finalement, pour la question de la solidarité, c'est des choses qui apparaissent ponctuellement par-ci par-là. Par exemple, la division du travail, on la retrouve chez des auteurs comme Lamarck, entre la division du travail, c'est la division des différents organes qui participent à la vie de l'individu. On trouve toutes sortes de choses comme ça. Mais la partie la plus intéressante en solidarité en biologie, ça se trouve dans le darwinisme. Pourquoi le darwinisme ? Parce que le darwinisme, ça s'est présenté dès le début comme la négation de la solidarité. On a dit souvent que Darwin s'était inspiré de Malthus. Il l'a reconnu lui-même, mais en fait, Darwin s'est inspiré d'un texte bien plus ancien qui est la dissertation de Townsend en 1786. Townsend, c'est l'inspirateur de Malthus. Et dans cette dissertation, Townsend réclame la suppression des lois d'assistance sociale aux pauvres en Angleterre. Il est anglais. Les lois ne sont pas supprimées en 86, elles sont supprimées en 1833 seulement, plus tard donc. Mais il réclame donc la suppression de ces lois d'assistance sociale. On peut considérer que c'est une mesure anti-solidarité, si l'on veut. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette dissertation, il prend une petite fable, un petit modèle animal, où on a de l'herbe, on a une île isolée, c'est l'île de Robinson, sur laquelle il y a de l'herbe, il y a des chèvres et il y a des chiens. Et les chèvres mangent l'herbe et les chiens mangent les chèvres. Et Darwin a repris exactement ce modèle, il n'est pas le seul d'ailleurs, d'autres le reprendront plus tard pour le mathématiser, pour faire sa théorie de la sélection naturelle. Et un autre problème, donc une autre origine du darwinisme, on dit c'est Hobbes, la lutte de tous contre tous à l'état de nature. Sauf que Hobbes, c'est l'état de nature, il est théorique chez Hobbes, tandis que chez Darwin, l'état de nature, c'est l'état de nature étudié par les naturalistes. Et puis, on peut pas, il existe des sociétés animales, il existe des sociétés humaines, et pour au moins les sociétés animales, on ne peut pas invoquer un contrat social, un souverain, un État, etc., pour modérer la lutte de tous contre tous. Il y a bien des sociétés animales où on dit qu'il y a une reine, la reine des abeilles, la reine des fourmis, mais la reine, dans l'occurrence, elle est reine pour l'entomologiste, mais elle n'est pas du tout reine pour les abeilles ni pour les fourmis. Donc il y a ce problème, on a Hobbes, Malthus, enfin Townsend. Donc on a le problème du darwinisme, c'est qu'il a posé dès le départ une sorte de lutte contre tous, de tous contre tous, d'une manière très précise, chez Darwin lui-même, c'est la lutte pour les ressources alimentaires qui sont trop faibles, comme chez Malthus, et plus tard il ajoutera la lutte pour les femelles. Aujourd'hui, on a tendance à considérer que le darwinisme, c'est une plus ou moins bonne adaptation au milieu, sauf ceux qui sont adaptés au milieu survivent. Pas du tout. Chez Darwin lui-même, c'est la lutte pour l'alimentation et la lutte pour les femelles qui vient après. Donc, comment concilier cette lutte perpétuelle de tous contre tous, cette concurrence pour les mâles, pour les femelles, des mâles pour les femelles et de tout le monde pour la nourriture, comment concilier ça avec l'existence de sociétés animales et sociétés humaines ? Alors, pour résoudre le problème, on va tout mélanger. C'est-à-dire qu'on va mélanger société animale et société humaine. Parce que c'est plus simple. Alors, on considère société humaine sur le modèle de la société animale.
Et puis on va essayer de résoudre le problème, on va inventer l'altruisme biologique, on dit aussi l'altruisme darwinien, bien que ce ne soit pas Darwin qui l'a inventé. Celui qui l'a inventé, c'est Wallace. Wallace, c'est le co-auteur de la théorie d'évolution de Darwin, hein, puisqu'ils ont fait tous les deux ensemble la même théorie, et c'est Darwin qui a été choisi. Pour des raisons, très honnêtement, je pense que Darwin était un bourgeois cossu bien installé, tandis que Wallace était un déclassé qui avait beaucoup moins de relations sociales, et notamment avec la vie anglaise. Donc, c'est devenu comme ça. Le darwinisme, c'est devenu darwinisme et non pas wallacisme. Mais l'altruisme darwinien, il a bien été inventé par Wallace en 1864 dans un article. L'origine des espèces, c'est 1859. Et donc, dans un article de 1864, ça a été inventé, cet altruisme évolutionniste ou altruisme biologique, enfin appelez ça comme vous voulez, et Darwin le reprendra à son tour en citant Wallace, il ne l'a pas piqué, il l'a bien cité, en 1871. Donc, qu'est-ce qu'imagine Wallace ? Wallace a une position qui est moins dure que celle de Darwin sur la sélection naturelle, d'abord, et il va imaginer que si, à l'intérieur, ce qu'il appelle une tribu, c'est-à-dire un groupe social, les individus humains, il parle d'humains, les individus humains sont altruistes et s'entraident les uns les autres, la tribu où les individus sont les plus altruistes l'emportera dans la concurrence pour les ressources alimentaires sur les tribus qui sont moins soudées intérieurement. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la tribu, on supprime la concurrence, la lutte de tous contre tous, hein, mais en revanche, on transporte cette lutte entre les tribus. Alors, l'altruisme à l'intérieur de la tribu, ça fait qu'à l'intérieur de la tribu, on va voir se développer toutes sortes de qualités morales. Hein, l'intelligence va primer sur la concurrence et la force, etc., etc. Il y a tout un roman comme ça. Et en revanche, on passe beaucoup sous silence le fait que la lutte est transposée entre les tribus. On dit simplement que les tribus moins altruistes, les plus inférieures en quelque sorte, seront amenées à disparaître. Et Darwin reprend d'ailleurs, Darwin, c'est les races les moins intellectuelles. Il passe au terme race, c'est vraiment les races les moins intellectuelles sont amenées à disparaître aussi, sont exterminées. Donc, on a transposition d'une lutte entre individus en une lutte entre groupes. Et on va passer sous silence la lutte entre groupes et on va développer plutôt la lutte, l'altruisme à l'intérieur des individus. Donc on va pouvoir faire tout un roman. Mais vous voyez bien qu'il y a il reste toujours sous-jacent la question de la lutte transférée, parce qu'on passe sous silence les tribus. La lutte entre les tribus. Donc, je passe vite. Donc là, que fait Wallace dans ces conditions quand il valorise l'altruisme interne à la tribu? Il se place d'un point de vue moral. Il ne parle pas de solidarité, il parle d'altruisme et il envisage la question uniquement d'un point de vue moral. Pas vraiment d'un point de vue scientifique, parce qu'il s'en fout un peu manifestement des tribus animales. Je pense qu'il répond à une critique. Je pense qu'il y a eu des critiques du darwinisme, pas seulement parce qu'on allait contre le créationnisme et tout ça, c'est un peu imaginaire, ces choses-là, même si c'est très répandu, mais simplement qu'il y a eu une critique morale et qu'il y a eu des gens qui ont fait remarquer que quand même la lutte de tous contre tous, et puis la survie des plus aptes, on dit la survie des plus aptes, ça veut dire l'extermination des moins aptes, des plus faibles. Donc il y a une critique morale et on a essayé d'ajouter cette critique, de répondre à cette critique morale par un altruisme entre les tribus. Et ça, c'est la base sur laquelle on va, à partir donc de 1871, il va y avoir toutes sortes de gens qui vont produire des textes là-dessus, sur
tantôt sur l'altruisme, tantôt sur la lutte contre les tribus. Il y a toutes les possibilités sont possibles, et même les plus contradictoires sont mélangées. Alors, je vais donner 2 exemples. Je vais prendre l'exemple de Kropotkin, l'anarchiste russe. Alors, Kropotkin, lui, il a écrit un livre en 1902 qui s'appelle « L'entraide à facteurs d'évolution ». Alors, Kropotkin, il va complètement modifier la chose de la manière suivante. Tout d'abord, il va ignorer complètement la lutte entre les tribus et il va repartir sur une base animale. La base animale sur laquelle il part, c'est ce qu'il a observé en Sibérie. Il a observé en Sibérie, où les conditions de vie sont très dures, que ce sont les espèces animales où il y a une entraide entre les individus qui survivent. Et alors là, déjà, la sélection naturelle darwinienne est transposée au niveau de l'environnement. On n'envisage plus la lutte entre les individus, mais la lutte contre le milieu. Et c'est les individus les plus solidaires dans cette lutte contre le milieu qui vont survivre. Donc on a une transposition de la chose où on élimine en fait la concurrence entre les individus et la lutte entre les individus. Bon, Kropotkin, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut ancrer la morale dans la nature. Il veut il ne veut plus une morale qui serait ancrée dans un dieu ou dans n'importe quoi d'autre. Il veut ancrer, c'est la morale. La morale vient de la nature. C'est un naturaliste. Il se pose dans une conception naturaliste et utilitariste aussi, puisque aussi bien chez Wallace, d'ailleurs, c'était déjà comme ça chez Wallace, la morale est utilitariste. C'est-à-dire l'avantage de la morale, c'est que ça procure, ça facilite la survie des individus à l'intérieur du groupe. C'est tout à fait utilitariste. Et puis que les groupes les moins solidaires disparaissent, ils l'ont bien mérité. Et puis ils n'étaient pas moraux puisqu'ils n'exerçaient pas la solidarité entre eux. Donc c'est vraiment tout est bien dans le meilleur du monde. C'est une sorte de calvinisme naturaliste. On a comparé d'ailleurs souvent le darwinisme à une version calviniste de la nature. Donc ça, Kropotkin le garde et il va, excusez-moi, et en quelque sorte, il donne la version la plus gentille, celle qui sera la mieux acceptée d'une solidarité à l'intérieur, d'une solidarité, enfin d'un altruisme, et on dit altruisme, on place toujours d'un point de vue moral, d'un altruisme entre les membres de la société. C'est lui il va donner une version qui va réapparaître régulièrement, parce que là, bon, lui c'est 1902, mais il y en a eu avant lui, il en cite d'ailleurs un certain nombre, il faut que je retrouve dans mes notes. Il cite Kessler, qui est un biologiste russe de Saint-Pétersbourg. Il cite Espinasse, qui a écrit un livre qui s'appelle Des sociétés animales, c'est un français, en 1867. Il cite Lansan, qui a écrit La lutte pour l'existence et l'Association pour la lutte. Il cite Büchner, il en cite d'autres comme ça. On a toute une liste d'auteurs qui vont reprendre ces doctrines, et ça va traverser jusqu'à aujourd'hui. Ça existe encore aujourd'hui. On la trouve un peu après Kropotkin, on la trouve chez Baldwin, le psychologue américain. On les trouve chez un physiologiste comme Gérard, qui ont écrit là-dessus, et aujourd'hui ça existe toujours encore. Je ne sais pas, vous avez peut-être vu les livres de Patrick Thor. Actuellement, il y a quelqu'un qui publie régulièrement, tous les 3-4 ans, il publie un livre où il dit qu'il a découvert l'effet réversif de l'évolution, pour montrer que le darwinisme c'est moral, etc. Et c'est en fait la thèse de Wallace qui ressort. Ça ressort constamment, c'est quelque chose qui apparaît constamment et qui a servi à moraliser le darwinisme. Bon, il existe maintenant autre chose, il existe la contrepartie qui est la version où, au lieu de s'occuper de l'altruisme à l'intérieur des individus, à l'intérieur du groupe, on s'intéresse à la lutte entre les groupes.
Alors là, le cas type, bon, je choisis Kropotkin parce que c'est le cas le plus représentatif, si vous voulez, le plus extrême. C'est-à-dire que c'est des penseurs de gauche à Kropotkin. Bon, en général, c'est des idées qui sont développées par des penseurs de gauche qui adhèrent au darwinisme parce que par anticléricalisme en quelque sorte, parce que bon, ils pensent que l'origine des espèces c'est contre le créationnisme, donc ils sont forcément darwiniens, même si c'est très largement imaginaire cette lutte contre le créationnisme. Le créationnisme arrive bien plus tard, après la guerre de 14-18, mais ils sont de gauche, ils sont donc darwiniens à cause de ça, mais en même temps ils sont très gênés par les références malthusiennes et hobbesiennes de la théorie de Darwin. Mais il y a des choses qui ne sont pas du tout gênés par cet aspect un peu déplaisant au point de vue moral. C'est des gens qui ont développé plutôt la question de la lutte entre les tribus. Alors eux, ils passent très rapidement la question de l'altruisme à l'intérieur de la tribu, c'est évacué, ils se concentrent tout entier sur la lutte entre les tribus, et ils vont en faire le moteur de l'histoire. Alors le cas le plus célèbre, quoique c'est un auteur dont on ne parle pas très souvent, c'est parce qu'il est assez dur à lire, hein, c'est Ludwig Gumplowicz, qui est un sociologue allemand, enfin plus exactement polono-autrichien, qui a écrit un livre en 1883 qui s'appelle « La lutte des races ». Et je vous avais dit tout à l'heure que Darwin parlait carrément de l'extermination des races les moins intellectuelles. Là, Wallace parle tantôt les tribus, tantôt les races. Là, on est passé au niveau race. Mais race a un sens qui est quand même, chez Gumplowicz, un sens qui est pas entièrement biologique. Donc, Gumplowicz va expédier en vitesse l'altruisme entre les individus d'un même groupe par ce qu'il appelle le syngénisme. Syngénisme, comme le nom l'indique, c'est d'une origine commune, la parenté, la parentèle. Alors l'altruisme entre les individus, c'est en quelque sorte, c'est d'abord un lien du sang, une solidarité par la parenté sanguine, la parenté avec la famille et le groupe qui s'élargit, etc. Mais ça peut être élargi par la communauté de langue, la communauté de culture, la communauté d'intérêt. Hein. Tout ça, ça fait le syngénisme. Et une fois qu'on a défini ce syngénisme de manière très vague, on passe au complément, c'est la lutte entre les races. Alors, le syngénisme, ça relève plutôt du sentiment. Hein, c'est un sentiment qu'on a pour les membres de sa famille, les membres de sa tribu. Et la lutte, c'est pareil, c'est abordé d'un point de vue sentimental. Alors là, c'est le contraire, c'est la haine. Et c'est la haine contre tout ce qui est autre. Et c'est le livre est assez terrible, c'est pour ça qu'on le cite plus, on ne le lit plus. Mais je vais vous en lire un exemple, si j'arrive à lire avec ces lunettes. Par exemple, rien n'est plus profondément enraciné dans la nature des masses que le désir de meurtre réciproque. Et le prétexte le plus absurde est toujours tenu pour suffisamment bon et raisonnable quand il répond à la satisfaction de ce besoin des masses. Or, rien ne développe avec plus de violence le désir de meurtre, rien ne satisfait autant la conscience des masses que l'idée d'une différence de race, selon l'acception vulgaire et fausse de cette expression représentant alors une diversité d'origine, notamment lorsque ce fait supposé est appuyé et maintenu par une différence sociale ou nationale. Cette idée fournit toujours aux masses un excellent prétexte pour s'exterminer réciproquement, et cela en toute tranquillité de conscience. Bon, tout le livre est à peu près comme ça. C'est pour ça qu'on n'en parle plus. Mais ça a existé, puis ça a eu une postérité. On évite de le dire aujourd'hui. Mais c'est quand même assez terrifiant, c'est-à-dire que l'envers de la solidarité à l'intérieur du groupe, c'est la haine pour les autres groupes. Ça fait partie de la règle du jeu.
Bon, et puis alors il va expliquer toute l'histoire comme ça. L'histoire et le présent nous offrent l'image de guerre presque ininterrompue entre les tribus, entre les peuples, entre les États, entre les nations. Le but de toutes les guerres est toujours le même, quelles que soient les formes différentes sous lesquelles ce but est visé et atteint, c'est de se servir de l'ennemi comme d'un moyen de satisfaire ses propres besoins, etc. Il n'y a pas une lutte pour l'appropriation des ressources naturelles, c'est plutôt une lutte pour s'approprier les autres, soit les réduire en esclavage, soit les exterminer. C'est curieux, bon, mais c'est que ça a existé, hein, ça a même eu un certain succès. Le livre a été régulièrement réédité en Allemagne, entre les deux guerres. Il date de 1883. Il en existe une version française. Si vous voulez la version française, c'est une curiosité. Elle est rééditée en facsimilé aux États-Unis. Elle n'est plus disponible depuis la version en édition ancienne, mais elle est rééditée en facsimilé aux États-Unis, donc on peut la trouver aux États-Unis sur Internet. Ce genre de théorie va donc être prise, en général adoucie. Les gens, déjà à son époque, les gens hésitaient à se réclamer de Gumplowicz. Il avait vraiment une pas très bonne réputation. Donc c'est quelqu'un qui a mis la guerre à la base de toute l'histoire. C'est là. Qu'est-ce qu'on fait? On bouge le décor. Attends que ça passe. Voilà. Donc, ça nous met en communication avec qui? Avec les anges. Avec les anges, ils n'ont qu'à descendre. Donc, c'est quelque chose qui est quand même qui a une curiosité, mais c'est bon. C'est quand même quelque chose qui est intéressant, si vous voulez, parce que quand on parle, ce Kropotkin, il est bien gentil, mais il est quand même un peu niais, il faut bien reconnaître, hein, il a plein de bons sentiments, et d'une certaine manière, je trouve que les mauvais sentiments sont presque, je ne vais pas dire rafraîchissants, mais c'est presque amusant. Non, je plaisante, mais c'est terrible, parce que franchement, bon, il a eu des disciples. Bon, il y a eu des gens en Allemagne, c'est Ratzenhofer, un sociologue. On a un sociologue américain, Lester Ward, qui a pris pas mal de lui, qui s'est inspiré de lui. Il a eu chez les biologistes aussi, notamment chez Arthur Keith, qui a écrit des textes assez faramineux où il représente la lutte des tribus ou des races comme un match de foot. Et alors il faut que les joueurs soient solidaires de leur propre équipe, qu'ils soient agressifs contre ceux de l'autre équipe. Et alors il dit des choses qu'on leur a mis un maillot qu'ils ne peuvent pas enlever, la couleur de la peau, on leur a mis un maillot qu'ils ne peuvent pas enlever, etc. Bon, c'est quelque chose qui a été très mais vous rigolez, mais ne rigolez pas, ça existe encore aujourd'hui. Ne rigolez pas comme ça existe encore aujourd'hui. Même c'est vrai qu'on a envie de l'écrire. Bon, est-ce que c'est inspiré le nazisme? On ne peut pas le dire, mais en fait, bon, parce que Gumplowicz était juif, donc évidemment, les nazis n'ont pas pu se réclamer d'une idéologie, mais en fait, ça ressemble quand même un petit peu, quoi. Il faut bien le reconnaître. Donc, vous voyez le genre de choses que la solidarité, ça a son côté négatif aussi, hein, dans ces cas-là. Et ça, c'est les théories biologiques. Bon, je vous ai dit que ces doctrines informes, elles se mélangent. On peut très bien jouer sur les deux tableaux, tantôt valoriser l'altruisme à l'intérieur du groupe et sous-entendre la lutte entre les tribus. On joue comme ça et on peut expliquer n'importe quoi. C'est pour ça que je vous ai dit que les doctrines informes étaient très efficaces, elles permettent d'expliquer n'importe quoi. Et alors, il en existe encore des versions une version moderne, qui sont un peu différentes. Dans les théories dont je viens de parler, on a en général l'égoïsme de l'individu est transféré au groupe, hein. L'individu est altruiste, mais c'est le groupe qui devient égoïste, puisqu'il entre en lutte contre les autres. Mais alors là, il y a une théorie qui est plus récente, qui s'appelle la sociobiologie, qui est due à M. Edward Wilson et Richard Dawkins, qui sont nos contemporains, hein, ça date des années 70, et c'est toujours très, très en vogue actuellement.
où on va transférer l'égoïsme des individus aux gènes. C'est les gènes qui deviennent égoïstes. On transfère à l'intérieur. Alors, comment ça se fait ? C'est assez compliqué à comprendre, c'est même relativement incompréhensible. Mais ça marche. Alors, le problème, il faut que... Attendez, je retrouve... Voilà. Pour expliquer ça, il faut partir du principe que il faut prendre des choses très concrètement. Alors, pour aussi bien Wilson que Dawkins, il faut expliquer comment un individu peut être amené à se sacrifier pour d'autres individus, hein, alors que théoriquement, la définition de la vie, c'est essayer de se conserver dans son être. Hein, maintenir à l'être dans son être, c'est un peu la définition de sa vie. Comment un individu peut-il être amené à se sacrifier, à sacrifier sa vie, à préférer celle d'autres individus à la sienne propre? Alors, la solution, c'est la suivante. C'est que l'individu préférera se sacrifier si son sacrifice permet la perpétuation et la multiplication de ces gènes au sein de la population. C'est assez bizarre, mais vous voyez, c'est très mathématique en plus. Alors, on calcule il faudrait que je retrouve les papiers, je n'ai pas les bonnes lunettes, alors c'est pas un problème. Voilà. Donc, l'individu va préférer... Je ne veux pas vous dire des bêtises, parce que c'est chiffré en plus. Mais oui. Bon. Alors donc, les personnes qui sont concernées par son sacrifice, en qu'elle se sacrifie pour les autres, sont évidemment ses proches, parce que c'est ses proches, ses parents, ses frères, ses sœurs, ses cousins qui ont un certain nombre de gènes en commun avec lui. Alors donc, dans le comportement altruisme, à la manière de Wilson et Dawkins, l'individu va préférer son frère à son cousin parce que il sera plus altruiste à son égard qu'à l'égard de son cousin parce qu'il a plus de gènes en commun avec lui. Mais en revanche, le cousin sera préféré à un étranger, l'étranger de même race à l'étranger d'une race différente, etc., etc. Et alors, numériquement, c'était calculé, la vie de l'individu altruiste vaut celle de 2 de ses fils, de 4 de ses neveux, de 8 de ses cousins. Mais vous rigolez, mais c'est pris très au sérieux par les généticiens. Donc, en quelque sorte, l'individu est altruiste, non plus pour d'autres individus, mais il veut la survie de ses gènes, c'est-à-dire il est altruiste pour sa lignée génétique. On passe, c'est pas les morts, c'est les descendants. Hein, vous parliez des morts tout à l'heure, là c'est pour les descendants. On se sacrifie pour ses descendants. C'est assez terrifiant, mais ça existe encore, puisque de toute façon, c'est assez curieux, mais ça a quand même des conséquences, parce que de toute façon, on arrive à un fétichisme de l'hérédité qui est tout à fait comparable à celle qui était à l'œuvre dans le nazisme, et d'autre part, ça amène un changement dans la théorie, c'est-à-dire que la vie n'est plus la conservation de l'être dans son être, la vie, ça revient à maximiser son patrimoine génétique. C'est une sorte de fétichisme assez curieux, c'est-à-dire c'est une sorte d'économie des gènes. Hein, il y a toute une économie des gènes qui va se développer là-dessus. Je crois que M. Chilpiou connaît ça mieux que moi. Il me semble. Il y a toute... des gènes. Non, il me semble que vous m'aviez parlé une fois. Il y a toute une économie des gènes qui se développe là-dessus, qui est assez curieuse. Mais bon, je vous ai dit que ça serait informe. C'est effectivement tout à fait informe, mais ce sont les doctrines. Ça fait rire, mais ça existait et ça existe.
vous n'en entendez jamais parler, mais c'est tout à fait à l'œuvre, et puis ça marche. Il y a des gens qui travaillent là-dessus. On arrête là. Bien, merci beaucoup André Pichot d'un exposé qui est comme de coutume extrêmement roboratif. Je pense qu'en effet la recherche d'un ancrage de la normativité et aussi de la normativité juridique dans le biologique est vraiment une constante de la modernité. Une des questions qu'on aura peut-être l'occasion d'aborder, c'est aussi la part de la neurologie aussi puisqu'il y a tout ce courant d'études maintenant sur notamment la neuroeconomics, mais il semble que cet ancrage soit vraiment quelque chose. Chez Wilson, il y a ça, parce que pour expliquer comment se dévourent les gènes, Wilson pense que ça vient, que le système nerveux est programmé pour ça, et c'est notamment le système limbique qui est censé contrôler les sentiments, et donc il faut en quelque sorte que le comportement égoïste est rationnel, calculateur, le comportement altruiste est sentimental. Donc il faut que les sentiments débordent la raison, et donc il y a une théorie comme quoi c'est le système limbique qui est programmé pour ça. C'est le système limbique responsable théoriquement des sentiments. Bon, très honnêtement, je ne prends pas ça très, très au sérieux, mais il y a des gens qui prennent ça au sérieux quand même. Alors, mon système limbique me dit qu'il est 11h17. Nous avons une pause de 15 minutes. C'est une pause austère, calviniste, sans café, mais enfin qui permet quand même de prendre un petit peu l'air. Et donc, on se retrouve à 11h30 précise.